Ce soir avec Yann Moix, nous allons commenter l'actualité du jour et de la semaine. Et d'abord, le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football dans une ambiance survoltée à Johannesburg en Afrique du Sud. Les Bafana Bafana ont fait match nul, un partout contre le Mexique. Et pour l'instant, score toujours vierge entre les Bleus et l'Uruguay. La décision de Christine Boutin va faire jurisprudence. La présidente du Parti chrétien-démocrate a renoncé à son salaire de 9 500 € pour une mission sur la mondialisation, rémunération qu'elle cumulait avec sa retraite de parlementaire et une indemnité de conseillère générale. C'est notre feuilleton de la semaine. Et puis ce sera l'un des dossiers de la semaine prochaine, les 70 ans de l'appel du 18 juin 1940. On en parle à la fin de cette émission. Et pour l'actualité du jour, voici le tour de l'info en images préparé par Saveria Rojek. Des rires, des danses et un grand absent. Le mondial de football s'est ouvert tout à l'heure à Johannesburg par un véritable show africain. Et ce, malgré l'absence du héros de la liberté Nelson Mandela, endeuillé par la disparition de son arrière-petite-fille. Les 85 000 supporters ont ensuite salué la performance de leur équipe, match nul face au Mexique. Les supérieurs de Jérôme Kerviel ne pouvaient pas ignorer ses agissements. C'est en substance ce qu'a déclaré ce matin un ancien trader de la Société Générale. Un témoignage essentiel pour la défense. Il existait à la Société Générale une circulaire pour dire comment répondre aux juges, quoi répondre aux juges, quoi ne pas dire aux juges. C'est-à-dire qu'il y a une véritable subordination de témoins où tout collaborateur de la Société Générale, s'il ne respecte pas les consignes, eh bien, est automatiquement licencié. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on circularise les consignes pour bien répondre aux juges, mais on ne circularise pas les limites qu'aurait dépassé Jérôme Kerviel. Intéressant. Fin de la visite officielle de Vladimir Poutine en France et toujours pas de contrat signé. Le Premier ministre russe est resté ferme. Moscou n'achètera pas de Mistral sans transfert de technologie. Nicolas Sarkozy a en revanche salué l'interdiction russe de vente de missiles controversés à l'Iran. 171 tonnes, c'est le sursis qu'accorde Bruxelles à Paris, 6 jours avant la fin de la campagne officielle. Un quota alloué uniquement à la pêche côtière et artisanale en Méditerranée. Dans la journée, la Commission européenne avait pourtant qualifié d'irréversible sa décision de fermer de façon anticipée la campagne de pêche au thon rouge. Bonsoir Yann Moix. Écrivain, cinéaste, votre œuvre la plus connue est Podium, livre avant d'être un film, enfin l'une des œuvres les plus connues. La plus controversée peut-être c'est Partouze, la plus primée, Jubilation vers le ciel, votre premier roman qui a reçu le prix Goncourt du premier roman, le prix François Mauriac de l'Académie française et le prix Inter-Europe du premier roman. Découvert par Bernard-Henri Lévy, c'est dans sa revue La règle du jeu que vous avez publié vos premiers textes et votre dernier ouvrage s'appelle La Meute, un plaidoyer en faveur de Roman Polanski. Alors ensemble on commente l'actualité du jour et de la semaine, et l'actualité du jour on ne peut pas y échapper, c'est la Coupe du Monde de foot et son lancement. Les Bleus, est-ce que vous soutenez l'équipe de France ? Non, je ne soutiens pas parce qu'en fait pour soutenir il faut avoir un minimum de... comment dire, non pas de bienveillance, mais de technicité, et je ne connais absolument rien au foot. J'ai rien contre le sport lui-même, évidemment. C'est un sport éminemment respectable, et ça sert aussi de fête perpétuelle et une sorte d'opium pour le peuple que le foot, c'est très bien. En revanche, ce qui me gêne énormément, et vraiment, ça déclenche chez moi des bouffées d'angoisse, ce sont les commentaires de foot. Et même les émissions de commentaires de foot et de commentaires de foot, sportif. De commentaires au cube et puissance 4 et puissance 5. Vous ne pouvez plus mettre une radio le soir entre 19h et 23h sans que des tocards jouent les éminences grises sur ce qui n'a aucun intérêt fondamentalement, qui est le foot. C'est beau à voir, c'est beau à pratiquer, mais les commentaires de semi-beaufs jouant les freudiens du ballon tous les soirs, comme si c'était des enjeux géopolitiques de première importance, j'avoue que ça me déprime au plus haut point. Mais l'aspect politique ou géopolitique du foot ou du sport en général, vous n'y croyez pas ? Si, j'y crois énormément. Même s'il y a des naïvetés dans un film comme Invictus, qui est le plus mauvais Clint Eastwood. Je ne pense pas que par le sport on résolve des problèmes, mais en tout cas à travers le sport on peut parler.
Il peut y avoir des rapprochements. On peut avoir, bien sûr, non mais je n'ai rien contre le sport. Je vous dis, c'est les commentaires, des espèces de beaufs un peu bourrés le soir, là, les grandes gueules. Mais sur des sujets, on a vraiment l'impression qu'il n'y a rien de plus important sur Terre que le foot. Or, j'aimerais quand même pouvoir dire qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que le foot. Presque tout est plus important que le foot d'ailleurs. Alors, parmi les choses importantes cette semaine, il y a notre feuilleton de la semaine et c'est l'affaire Christine Boutin. Mercredi, révélation dans le Canard enchaîné. L'ancien ministre du Logement cumule un salaire de 9 500 € pour une mission que lui a confiée l'Élysée sur la mondialisation, avec sa retraite de parlementaire et son indemnité de conseillère générale. Face à la polémique, la présidente du Parti chrétien-démocrate a cédé et a renoncé à sa rémunération. Élise Ecardi refait le film pour nous. Un café, une dédicace au soleil du boulevard Saint-Germain à Paris. Dimanche, Christine Boutin ne se doute encore de rien. Et les premières pages, elles sont très fortes. C'est surtout un échange, des rencontres qui sont attendues et d'autres qui sont complètement inattendues. Le plus inattendu va se produire 2 jours plus tard, mardi soir. C'est une information du Canard enchaîné. Christine Boutin serait une cumularde. Elle aurait été chargée par l'Élysée d'une mission sur les conséquences sociales de la mondialisation, rémunérée à 9 500 €, en plus de toucher sa retraite de parlementaire et une indemnité de conseillère générale. Total, un revenu mensuel de 18 000 €. Je suis stupéfaite que le Canard ait enchaîné cette lettre, puisque moi-même, je n'ai pas encore signé le contrat qui me lie avec le ministre du Travail. Mais cette première déclaration ne convainc pas. Mercredi, l'ancienne ministre est tenue de s'expliquer. Et si je n'avais pas eu de moyens, cette mission aurait été bidon, parce que c'est impossible, compte tenu de l'importance et du périmètre de travail qui est dans cette lettre de mission. Toute seule, je n'aurais absolument pas pu le faire. Et là, ça aurait été vraiment une mission bidon. Mais moi, je n'aime pas les missions bidons et je travaille vraiment à fond. Peine perdue, la machine est déjà emballée. Jeudi matin, le ministre du Travail, Éric Woerth, enfonce le clou. La première, c'est de rendre au fond non cumulable, car c'est ça le problème, la retraite de parlementaire, toucher sa retraite de parlementaire, c'est le cas de Madame Boutin, et une rémunération publique liée à une fonction publique. Donc je pense que ça, c'est aujourd'hui légal, nous pouvons évidemment le rendre illégal. Le ministre lui demande d'abandonner sa retraite, mais de continuer sa mission. La polémique enfle et les regards se portent sur les privilèges des anciens parlementaires. Sur les retraites, Henri de Rincourt confirme un état de fait. Je n'ai pas le nombre d'années nécessaires pour percevoir la retraite globale de parlementaire. Vous en percevez pas une partie, en tout cas, d'ores et déjà ? Une petite partie, sans doute, oui. Jeudi soir, Christine Boutin cède au journal de 20 h. Je renonce aux 9 500 € qui m'étaient octroyés de façon légale pour assumer cette mission. Je suis en train de créer une jurisprudence avec cette décision, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans cette situation et qui vont aujourd'hui ou demain être confrontés au même problème. Effet garanti. Aujourd'hui, vendredi, Roselyne Bachelot s'explique à son tour. Je touche ma retraite parlementaire, comme d'ailleurs des ministres, des gens qui exercent des fonctions au Conseil constitutionnel, le médiateur de la République. Et Michel Alliot-Marie, également cité par la ministre de la Santé. François Fillon a annoncé aujourd'hui prévoir une nouvelle règle pour encadrer les rémunérations de ce type de mission, selon une doctrine uniforme, pour éviter toute ambiguïté. Voilà, et pour parler de ce sujet, nous a rejoint sur ce plateau Stéphane Rosès. Bonsoir. Bonsoir. Politologue, président de la société de conseil CAP. Juste un mot, Yann Moix, que ça vous choque, ce double salaire, ce triple salaire de Christine Boutin? Il y a deux choses qui sont soulevées. La première, c'est que Christine Boutin, c'est toujours sur elle que ça tombe. On a vraiment l'impression, ce que disait Nietzsche, la faiblesse attise la haine. Et c'est vrai qu'elle est faible. C'est une femme assez faible, ce qui la rend d'ailleurs émouvante. Donc c'est toujours sur elle qu'on s'acharne. C'est bien que ça fasse jurisprudence. C'est vrai que c'est aberrant, 9 500 € pour une mission, sachant qu'on sait exactement quel est ce genre de mission. C'est des trucs, genre des fiches de Sciences Po qui sont faites, qui font 8 pages, généralement données à des gens qui ne les liront pas et qui sont enfermés dans des tiroirs. Donc c'est bien aussi d'apprendre à travailler gratuitement. J'ai des amis qui sont écrivains, qui écrivent depuis 15 ou 20 ans, et ils n'ont même pas comme avaloir 10 000 € alors qu'ils passent 4 ans sur un livre. Enfin bon, mais il y a une petite chasse aux sorcières qui a l'air assez glauque à suivre, où tout le monde accuse tout le monde et tout le monde se refile. Elle s'est vite dépêchée de dire que c'était une jurisprudence pour essayer de faire comme la mâchoire du brochet, oui, bien sûr. Ça, c'est assez pathétique. On la connaît bien, là. Au fond, qu'est-ce qui choque finalement Stéphane Rosès? C'est effectivement le cumul, c'est la mission que certains considèrent comme bidon, ou c'est le sentiment qu'ont d'autres que c'est un petits arrangements entre amis, c'est-à-dire que l'Élysée a acheté le silence de Christine Boutin, ou en tout cas sa non-présentation à la présidentielle. Ce qui choque, c'est un peu tout ça, parce que finalement, cet épisode de 3 jours d'une mission avortée est révélatrice de nos mœurs.
on préférerait le fait du prince à une norme. Les autres pays, dans la configuration actuelle, où on demande tellement de sacrifices aux plus modestes, des pays comme l'Italie et l'Angleterre ont pris des mesures sur l'idée que les hommes politiques également devaient être transparents et payer leur part lorsqu'il y a des efforts qui sont demandés. Mais chez nous, le fait du prince, c'est-à-dire le fait de l'Élysée, semble toujours l'emporter sur le fait de construire une norme démocratique. Parce que, évidemment, il y a une tradition, quand un ministre, après un remaniement, quitte, il faut lui trouver un point de chute. Alors, on a vu comme ça M. Darcos qui a failli prendre la direction de l'établissement de Versailles. Il y a eu un tollé parce que M. Aliagon était apprécié des artistes, donc il a retrouvé un autre point de chute. Mais tout ça, c'est le fait du prince. Donc, derrière, il y a évidemment des suspicions. Au-delà du fait qu'on ne laisse pas quelqu'un sans ressources équivalentes. C'était pas le cas, là, parce qu'elle avait déjà 2 autres. Bien sûr. Donc du coup, derrière, il y a une suspicion. Est-ce qu'on souhaiterait éviter que Christine Boutin aille à la présidentielle? Car on sait que c'est un des sujets de Nicolas Sarkozy, éviter des candidats de centre droit. Christine Boutin est plutôt au sein d'une droite conservatrice chrétienne. Et donc, ce qui choque, c'est cet entrelac. Et puis, je suis d'accord avec Yann Moix. Tout ça n'a pas été très élégant à l'égard de Christine Boutin. On voit bien que si ça avait été non pas Christine Boutin mais quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, elle n'aurait pas été lâchée en race campagne. Donc tout ça est tout à fait inélégant, révélateur d'une certaine forme de lâcheté, d'abord en amont pour ne pas construire des normes, et puis sous la pression de l'opinion, très vite lâcher quelqu'un, et effectivement, ce qui arrive à Christine Boutin ne serait pas arrivé, par exemple, à un responsable d'une grande formation. Donc tout ça est choquant sur le pourquoi, sur la méthode, et révélatrice, je dirais, ce qui est le plus choquant, c'est le fait du prince, qui choisit à qui le rétribue et à comment il lâche. Et je dois dire que le procédé, évidemment, a été quand même très très peu élégant. C'est-à-dire on n'a même pas laissé à Christine Boutin le soin elle-même de dire qu'elle se retirait. Donc tout ça est finalement dans ce petit scénario tout à fait révélateur de nos mœurs. Mais c'est bien, vous disiez Yann Moix, d'apprendre à travailler gratuitement. Il y en a qui l'ont fait, qui ont eu des missions comme ça, Alain Juppé, Jack Lang, Jacques Attali, qui ont eu des missions à titre gratuit. En tout cas, c'est ce qu'ils ont affiché. Non, mais elle a encore le panache de continuer à accepter la mission. Elle aurait pu dire, écoutez, je laisse les 9 500 € et la mission, quelqu'un d'autre la fera à ma place. Mais ce que je ne comprends pas, c'est est-ce que c'est un coup que Nicolas Sarkozy va avoir mauvais, parce que est-ce que c'était prévu qu'elle prononce le mot de jurisprudence, qui va en embarrasser plus d'un. Mais c'est toujours elle qui est sacrifiée, et ça devient un personnage quasiment mystique, Christine Boutin. C'est-à-dire que c'est vraiment sur elle que la foudre s'abat systématiquement. Et elle ne peut pas résister parce que pour l'opinion, elle a des caractères. L'image de Christine Boutin est une image très particulière, son histoire, ses engagements, mais elle était obligée de céder parce qu'on ne peut pas s'ébranler sur son avantage absolu. Il y a quelque chose qui est à peu près acquis, c'est que Christine Boutin, elle a des travers éventuels pour certains, mais l'idée c'est que c'est sans doute pas une femme d'argent. Et donc du coup, quand cette suspicion arrive, on sent qu'elle est terriblement faible. Personne ne peut résister à une mise en cause qui attaque l'intégrité du noyau dur de son image. Mais de façon... Un peu. Alors, le syndrome Bérégovoy. Et en tout cas, ce qui est révélateur, on l'a vu sur le financement des partis politiques, c'est que nous sommes un pays qui avançons vers des normes plus démocratiques, toujours à l'issue de scandales. On a dit souvent que la France ne se réformait pas, qu'elle avançait par des révolutions. Eh bien, notre personnel politique n'avance que contraint, sous la pression. Quand elle dit jurisprudence, c'est évidemment une façon de dire mais moi je fais comme les autres, pourquoi ça tombe sur moi? Mais ça devient du coup évidemment une nécessité, parce que puisqu'on n'a pas voulu de nous-mêmes donner véritablement un statut de l'élu, le problème derrière, c'est en cascade des choses sur le cumul des mandats. C'est normal, un mercredi est totalement inacceptable le jeudi, et totalement immoral et choquant le jeudi. Alors, en tout cas, c'était légal. Ça révèle que l'Élysée, c'est le prince, mais le maître, ça demeure l'opinion quand il y a quelque chose qui ne correspond pas à la période. Oui, de toute façon, tout est dans la phrase d'Éric Woerth. Le passage de la légalité à l'illégalité se fait en 1 seconde sur Europe 1 un matin. En fonction de l'opinion. Elle est hors la loi en 1 seconde, par le fait du prince, effectivement. Merci Stéphane. Merci. Jérôme Kerviel, Ramayad et Christian Blanc, ce sont nos personnalités de la semaine. Voici la chronique de Simon Barbarie.
Quand Ramayad tacle l'équipe de France, c'est tout le gouvernement qui la met hors jeu. En critiquant le luxe de l'hôtel des Bleus en Afrique du Sud, la secrétaire d'État au sport a fait honneur à sa réputation de trublion. Les recadrages de ses collègues n'ont pas manqué. Ramayad a bien compris le message. En période de Coupe du Monde, on oublie les polémiques et on est tous derrière les Bleus. Un ministre dans le collimateur du fisc. Selon le Canard enchaîné, Christian Blanc doit rendre des comptes à l'administration fiscale avant le 30 juillet. L'exactitude de la valeur de ses biens immobiliers, de ses comptes et de son portefeuille d'actions serait mise en doute. Pas de panique pour Christian Blanc, la démarche des services fiscaux est pour lui tout à fait normale. Martine Aubry fait marche arrière. La règle du non-cumul des mandats ne s'appliquera pas dès 2011 comme elle l'avait initialement voulu, mais en 2012. Une satisfaction pour les sénateurs socialistes qui voyaient dans cette mesure un handicap pour les élections sénatoriales de l'année prochaine. Les collègues de Jean-Pierre Bel peuvent donc continuer à espérer une victoire historique au Palais du Luxembourg. Le trader le plus célèbre de France est à la barre cette semaine. Accusé par la Société Générale de lui avoir fait perdre 5 milliards d'euros, Jérôme Kerviel ne veut pas plonger tout seul. Il insiste sur la responsabilité de sa hiérarchie. Devenu malgré lui symbole d'un système capitaliste sans scrupules, l'ancien spéculateur se veut serein quant à l'issue du procès. Alors vous, Yann Moix, la personnalité que vous retenez, c'est Jérôme Kerviel. Oui, je la retiens volontiers parce que il suffit vraiment de réfléchir 20 secondes à tête reposée pour savoir que cet homme a été totalement sacrifié. Comme Christine Boutin, finalement. Mais ça paraît évident. C'est-à-dire que tant que les gains sont énormes et que ça passe, la société n'a absolument rien à dire. On vit dans un monde où il serait bien naïf de croire qu'une société empêcherait un de ses employés de faire un maximum de profit. Ça passe ou ça casse. Si ça passe, tout va bien, et si ça casse, il faut trouver un bouc émissaire. Et comme on est dans une société du bouc émissaire et d'une société où tout le monde retombe en enfance ou en adolescence, autrefois, c'est-à-dire dans les années 70 jusqu'au milieu des années 80, les responsables, on allait les chercher en haut, et puis il y a le fameux responsable non coupable, où on a commencé à aller chercher les responsables en bas. Alors, normalement, c'est ceux qui dirigent ces grandes sociétés qui devraient prendre leurs responsabilités, donc on accuse les petits. Et on retrouve quelque chose d'assez intéressant parce que lui-même, Kerviel, est un adolescent aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas le fils de tapis des années 80 et de l'argent, c'est le fils du virtuel. C'est un des premiers geeks, un des premiers scandales geeks de l'histoire, c'est-à-dire qu'il est le fils des jeux vidéo, des jeux électroniques et de la virtualité. Et les flux financiers, pour lui, sont comme des espèces d'espaces vectoriels totalement fictifs, des flux quasiment invisibles et qui n'ont aucune réalité. Donc il y a deux choses, il y a l'adolescence de Kerviel qui n'est pas dans le réel parce qu'il joue à des petits jeux vidéo et il ne se rend pas compte de la réalité de ses actes, et de l'autre, des patrons qui eux-mêmes sont adolescents parce qu'ils accusent le plus faible et le plus petit de ne pas prendre les responsabilités qu'eux devraient prendre. Bien, merci beaucoup. La vie politique, ça se passe aussi sur Internet. On va voir ça avec la chronique de Caroline Deschamps. Soutien présidentiel. Alors que débute aujourd'hui la Coupe du Monde de foot, Nicolas Sarkozy se fend d'un encouragement à l'équipe de France sur Facebook. Je viens d'avoir une longue conversation téléphonique avec Raymond Domenech. Je lui ai dit que tout le pays et tous les Français seraient derrière nos joueurs dans cette compétition pour que l'équipe porte haut nos couleurs et les valeurs du sport français. Allez les Bleus, écrit-il. Quand l'État devient agent immobilier, austérité oblige, et pour renflouer ses caisses, il met en vente 1700 biens immobiliers d'ici à 2013. Des biens consultables sur le site du ministère du Budget. Il y en a pour tous les goûts, de la prison Saint-Joseph à Lyon à des immeubles relativement modestes dans toute la France. Et puis, il y a les cessions de prestige à Paris, comme le sublime hôtel de Seignelay. Situé aux 80 rue de Lille, c'est à cette adresse que loge Christian Estrosi et sa fille. Un appartement en sous-pente comme il le décrivait lui-même et qu'il avait fait visiter aux journalistes. Mais il n'est pas prêt de se retrouver à la porte car la vente a été reportée. On connaissait Arlette Laguillet, chanteuse, VGE, joueur d'accordéon. Voici maintenant le député hard rocker. Il s'agit du député PS Patrick Roy qui n'a pas hésité à monter sur scène et à prendre sa guitare électrique pour accompagner le groupe Mass Hysteria. Le député du Nord, grand fan de heavy metal, s'était déjà illustré à l'Assemblée nationale où il était allé à la tribune défendre le festival de métal Hellfest en Loire-Atlantique.
Depuis, une page s'est créée sur Facebook afin que Patrick Roy soit le candidat rock'n'roll de 2012. Yann Moix, votre dernier livre, La Meute, s'en prend à ceux qui, sur Internet, se sont livrés à un lynchage de Roman Polanski. Vous avez aussi publié, puis retiré 2 articles sur Internet, J'aime Polanski et Je hais la Suisse, et puis Je hais la Suisse, 2e volet, qui vous ont d'ailleurs valu d'être évincé de Facebook. Vous pensez quoi d'Internet ? J'aime pas du tout Internet. C'est une fausse démocratie, c'est la démocratie du nombre. Alors que la démocratie n'a jamais été quelque chose fondé sur le grand nombre, c'est pas vrai. Dans la démocratie, il y a des droits et des devoirs. Sur Internet, il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est simplement un déferlement d'opinions qui se juxtaposent. Or, une démocratie et aussi une république, ce sont 2 choses différentes, sont là pour apprendre aux gens, non pas à avoir une opinion toute la journée, mais aussi à se faire une opinion avant de l'avoir, à penser, à s'éduquer les uns les autres et aussi à s'éduquer soi-même. Or, sur Internet, c'est celui qui a le plus de haine, qui crie le plus fort, qui a raison, et sans évidemment le moindre désagrément, puisque tout est anonyme, tout est caché derrière des pseudos et aussi derrière un écran. Donc pour moi, c'est la victoire de l'obscurantisme et non pas du tout de la démocratie. Alors, pourquoi s'en prendre à la Suisse plutôt qu'aux États-Unis pour défendre Roman Polanski ? Non, je m'en suis pris aux 2. C'est-à-dire que là, sur Internet, je vais attaquer la Suisse de manière pamphlétaire, hein, avec toute l'outrance dont je suis capable, mais dans le livre, je m'en prends également aux États-Unis. Et pour vous, vous faites un parallèle avec l'affaire Dreyfus. Roman Polanski doit payer du fait de sa judaïcité ? C'est difficile en 30 secondes d'expliquer ça. Simplement, je m'en prends quand même plus à la Suisse qu'aux États-Unis, c'est vrai en nombre de pages, parce que la Suisse n'était pas obligée de rendre ce service aux États-Unis. Les États-Unis suivent une logique aveugle qui leur est propre, mais ils font leur travail. Quant à la judéité de Polanski, ma thèse, effectivement, c'est que lorsqu'un homme est seul contre tous et que depuis 1969, date où il a fait Rosemary's Baby, le mot juif apparaît quand on parle de ses films, pour la première fois en 1969, puisqu'il a fait un film qui a choqué l'Église catholique, je commence à m'interroger, effectivement. Bien. À noter dans l'agenda de la semaine prochaine et déjà demain, samedi, le congrès du nouveau centre à Tours. Mardi, la journée de grève interprofessionnelle pour protester contre la réforme des retraites à l'appel de Force ouvrière. Et puis mercredi, la présentation justement du projet de loi sur les retraites par le gouvernement. Et puis vendredi prochain, nous commémorons les 70 ans de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Journée spéciale d'ailleurs sur Public Sénat à cette occasion. Et pour en parler, nous sommes avec Éric Roussel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Alors 1940, c'est à la fois la débâcle et le sursaut, Vichy et Londres, Pétain et De Gaulle, la résistance et la collaboration. Est-ce que c'est la première fois qu'on donne autant de place à la commémoration finalement de la France libre ? Oui, c'est sans doute la première fois, et je crois qu'il y a 2 raisons. C'est d'une part, parce qu'on s'aperçoit c'est sans doute la dernière fois qu'on commémore cet événement en présence de gens qui ont participé, donc c'est un côté émouvant. Et puis je crois que la seconde raison, ça tient à l'état où se trouve la France, confrontée à une crise. Et donc à chaque fois qu'un groupe est confronté à une crise de ce genre, il a tendance à se regrouper autour de quelque chose qui ressemble à une sorte de mythe. Au fond, la fonction d'un mythe, c'est de permettre à un groupe de traverser une période difficile. Et je crois qu'il y a ça derrière ces commémorations du 18 juin. Ça peut servir aujourd'hui ? Oui. Comment ? Le message de la commémoration peut servir. Il y a un besoin, aujourd'hui ? certainement. On voit bien que cette commémoration a un caractère singulier par rapport aux précédentes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir précisément dans cet appel du 18 juin 1940 pour vous ? Ce qu'il faut Quelle d'abord. symbolique, quel message ? Je crois que d'abord, il y a 2 choses. Quand De Gaulle a lancé cet appel, il y a d'abord un formidable courage, parce que finalement, ce qu'on oublie, c'est qu'on connaît, nous, la fin du film, mais lui, il la connaissait pas. Et au fond, ça aurait pu très bien tourner, ça aurait pu, oui, effectivement, tourner autrement. C'est-à-dire, si l'Angleterre avait été envahie, si la France avait été, si l'issue avait été complètement différente, le général de Gaulle aurait fini sa vie, je crois, peut-être aux États-Unis, pour quelqu'un, ça aurait été sans doute la pire situation pour lui. Donc il y a de sa part. Au fond, quand on analyse bien les choses, même si ça peut paraître choquant de dire ça, ce qu'il fait, c'est une sorte de véritable coup d'État, quoi. Le coup d'État pour sauver en quelque sorte l'âme du pays. Mais ça s'apparente d'une certaine façon à un coup d'État, au beau sens du mot, parce qu'il y a
il peut y avoir un bon usage du coup d'État. Je crois qu'il y a ça. Et puis, il y a alors là, on s'aperçoit de ça avec le recul, une analyse extrêmement intelligente de la situation. Parce que il y a beaucoup d'audace dans la démarche de De Gaulle. Mais il y a aussi beaucoup d'intelligence. Il y a la prise en compte du facteur américain. Il y a la prise en compte du facteur mondial, du caractère mondial de la guerre. Il y a l'analyse d'un rapport de force, et quand on relit cet appel, on s'aperçoit que c'est pas simplement un acte comme ça audacieux, c'est un acte très raisonné et réfléchi. Oui. Et la rébellion, la résistance sont des valeurs qui parlent particulièrement aujourd'hui pour vous, Yann Moix? D'abord, moi j'adore le général de Gaulle parce que Charles Péguy aurait été ravi de voir ce qui est devenu un de ses plus fervents lecteurs, parce que Charles de Gaulle était un des abonnés des cahiers de la quinzaine. Il y en avait très peu, il y en avait 800, et Charles de Gaulle était dedans. Et c'était un des rares qui lisait vraiment les textes de Péguy. Bien sûr que c'est des valeurs très importantes, à une époque de crise et de lâcheté aussi. Et quand vous disiez, Eric Roussel, que le général de Gaulle ne connaissait pas de la fin de l'histoire, peut-être que si, parce que lui, il avait quand même une capacité de voir les choses plus que les autres. Et alors le génie du général de Gaulle, c'est d'avoir créé comme une sorte d'évidence absolue tout ce qui nous paraît maintenant complètement naturel, mais qui ne l'était pas à l'époque, et d'avoir créé cette évidence-là, c'est ça son travail qui est le plus compliqué. Je voulais dire aussi que moi je préfère toujours la mémoire à la commémoration, parce que les commémorations, tous les 10 ans, il y a les années 68 à 20 ans, 30 ans, 40 ans, le général de Gaulle, l'appel du 10 juin, c'est bon. Donc il y a un côté cyclique, qui est très agaçant, et la mémoire, c'est quelque chose d'important parce que ça permet au passé de continuer dans le présent et de fabriquer l'avenir, alors que la commémoration, c'est un moyen au contraire d'enterrer le passé une fois pour toutes et de faire semblant de le réciter par cœur une fois tous les 5 ou 10 ans. Mais là, c'est vrai qu'il se passe quelque chose, comme l'avait dit, de plus important que d'habitude. Donc là, je pense que c'est la mémoire qui est saluée pour une fois, et non pas l'anniversaire mécanique d'une célébration de plus. Est-ce qu'il y a quand même une obsession un peu commémorative, comme le dit Yann Moix, quand on passe son temps à célébrer des anniversières finalement Oui, il y a sans doute une obsession commémorative qui tient, comme je disais tout à l'heure, à l'état du pays. C'est un pays qui doute. Là, il y a une crise en plus assez grave depuis plusieurs mois, donc c'est assez normal. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose qui n'existait pas les autres fois, c'est-à-dire il y a le personnage de Gaulle prend vraiment une dimension qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Oui, moi j'adore le fait que De Gaulle revienne sous forme de fantôme hanté les anciens de 68 en classe, sous forme avec les mémoires de guerre. Oui. Alors il faut, enfin à mon avis, c'est une polémique qui prend un sens tout particulier. C'est une polémique qui prend un sens tout particulier, effectivement. Il revient sous forme de littérature, avec les professeurs qui programme du bac littéraire contesté par les professeurs. À mon avis, c'est une mauvaise polémique parce qu'il y a de très beaux passages dans les mémoires de guerre. Cela dit, il y a quand même peut-être je trouve que c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Je suis l'un des biographes du général de Gaulle, donc j'ai beaucoup évidemment d'intérêt et d'admiration pour lui. Mais je crois que c'est quand même important de conserver une certaine distance par rapport au personnage. Et un pays adulte doit pouvoir regarder les choses en face, et éventuellement toute la vie du général de Gaulle n'est pas. Il y a des épisodes qu'on peut discuter. Je crois que un pays adulte doit pouvoir le faire. Merci beaucoup. Merci à vous, Yann Moix, d'être venu commenter l'actualité avec nous. Je précise quand même, si vous nous suivez, c'est que vous n'êtes pas forcément fan de foot, mais le score de la France contre l'Uruguay, 0-0, match nul. À suivre, Jean-Marie Colombani invite. Très bonne soirée sur Public Sénat. Comment se porte la société sud-africaine? Pour le savoir, le réalisateur Michel Pomarède a ausculté l'hôpital de Soweto, le plus grand du monde. The trauma unit itself can see upward of 100, 150, up to 200 patients on a 24-hour call. En marge de la Coupe du monde de football, ce documentaire nous fait découvrir une autre Afrique du Sud. If I was asked, have they built a hospital and built a staff complement that is truly representative of a reconciled South African population, then my answer is an absolute yes. Bara, l'hôpital de la réconciliation, de Michel Pomarède, un documentaire inédit, dimanche à 9h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet. Bonjour, je reçois cette semaine Muriel Mayette, qui est administrateur général de la Comédie Française, et Marcella Yacoub, qui vient d'écrire De la pornographie en Amérique,
ou la liberté d'expression à l'âge de la démocratie délibérative. Muriel Mayette, bonjour, merci d'être avec nous. Vous dirigez la Comédie Française, institution parmi les institutions, qui est aujourd'hui, doit avoir 330 ans à peu près. Oui, au moins. Doit être à peu près ça. Au moins. 1680, la Comédie Voilà. Française. Et donc, voilà, l'occasion pour nous de faire une sorte de bilan perspective avec vous et puis d'aborder quelques-uns des sujets qui vous ont conduit à innover dans vos fonctions. Vous avez été la première femme nommée à la tête de cette vénérable institution. Donc, voilà, quels sont les grands axes de ce qui est à venir, puisque la saison là, vient de s'achever. Comment préparez-vous la saison future ? D'abord sous le thème de la diversité, parce qu'on fait énormément de créations complémentaires. On a 18 créations la saison prochaine. Et avec les reprises, on a une trentaine de titres à l'affiche entre nos 3 salles. Mais surtout, je développe énormément les tournées internationales. On va, à la rentrée prochaine, être dans une tournée historique en Russie. On va commencer à Novosibirsk, on va à Omsk, à Ekaterinbourg, Moscou, Saint-Pétersbourg et on finit à Kaliningrad avec le mariage de Figaro de Beaumarchais. Et puis aussi, on travaille de plus en plus avec des cinéastes. Alors on va venir au cinéaste, qui est une des innovations que vous avez initiées précisément. Mais auparavant, on va peut-être rappeler quelques-uns des fondamentaux de la Comédie Française, donc qui d'abord, avant toute chose, met en scène le patrimoine, mais qui est aussi découvreur, ou en tout cas qui donne une étiquette classique à des auteurs plus modernes, plus contemporains. Et vous jouez sur 3 salles. Absolument. Donc comment Je programme les 3 salles dans la même concentration parce qu'elles font partie d'un tout, si vous voulez. C'est une question de taille de plateau, de curseur, de gros plans. Alors, en fait, je fais essentiellement le grand répertoire. On va ouvrir à Richelieu avec Andromaque de Racine. On va ouvrir au Théâtre du Vieux-Colombia avec Les Femmes savantes de Molière. Et puis on fait du cabaret dans les grandes chansons françaises au Studio Théâtre. Et puis dans l'année, il y a un rendez-vous contemporain qui vient compléter ce répertoire et qui sera le grand répertoire classique dans 50 ans. C'est le futur répertoire. Absolument. Et donc tout ça avec une troupe permanente, riche de nombreux talents. Comment les choses s'organisent-elles? Parce qu'il y a des pensionnaires et des sociétaires. Alors déjà, il faut peut-être nous rappeler la différence entre les uns et les autres. Alors il y a une 60aine de comédiens dans cette troupe de comédiens permanents. Et chaque acteur, quand il rentre dans la troupe, là dernièrement...